commencer cette pseudo-table ronde, pas de table. Ce dont on va parler maintenant tout de suite, on va parler d'art libre. Donc, est-ce que y a des gens pour qui la notion est totalement inconnue? Oui, non, non, oui. On va peut-être rappeler. Vous avez entendu parler de logiciel libre tout à l'heure. Donc l'idée dans l'informatique libre, c'est d'utiliser des licences, donc des textes juridiques qui vont encadrer la diffusion, la recopie, le droit de diffuser, modifier, redistribuer des logiciels. Nous avons ici une brochette de personnes qui sont dans le domaine artistique et qui utilisent le même genre de licence avec leurs œuvres. C'est-à-dire que d'une façon habituelle, on sait qu'il ne faut pas pirater, il ne faut pas copier, distribuer et ne pas faire de plagiat. Et ce genre de choses, c'est illégal. Et donc les personnes qui sont ici ont décidé de prendre le parti radicalement inverse et d'utiliser des licences libres pour la diffusion de leurs œuvres. Donc nous avons Arium et Jehan qui travaillent sur un dessin animé qui s'appelle The Marmotte. Voilà, Bonjour. Donc vous pouvez retrouver leur stand juste après le pont, là, sur le côté. Donc qui peut présenter le projet rapidement, en 2-3 minutes. Ouais. Donc nous on est une association et on fait un film d'animation, c'est l'histoire d'une marmotte qui voyage à travers le monde. Alors c'est Arium principalement qui réalise, anime, en fait qui fait un peu tout. Moi je développe parce que je développe le logiciel libre GIMP, si vous connaissez GIMP. Donc qui est un logiciel de manipulation d'images génériques et notamment pour faire du dessin avec. Et on fait aussi un plugin pour l'animation, pour le line test et tout ça. Et on édite dans d'autres logiciels comme Blender par exemple. Alors c'est un dessin animé 2D. Et voilà. Et donc notre dessin animé, dans le contexte, ici c'est en Creative Commons by essai et art libre. On rentrera éventuellement dans le détail après. Voilà. Donc Jeannot et Aurélien, qui sont musiciens, qui vont jouer tout à l'heure, a priori à 21h, peut-être un peu avant. Voilà. Et qui font de la musique depuis un bon moment. Toi Aurélien, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la musique? Que je fais de la musique ça fait 26 ans. Ouais, voilà. Donc, chose qui me semble importante, c'est que tous, c'est leur métier. Alors, ah oui, donc c'est mon métier. Ouais. Ah oui, bah non. Alors, la musique, t'en fais plus longtemps, mais... Oui, non, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Donc on n'est pas sur des gens, enfin on peut avoir des activités créatives dans nos loisirs, alors on a des personnes qui arrivent à en vivre. Alors, on ne va pas dire qui vivent dans le luxe, mais ouais. Mais voilà, on a quand même des gens dont c'est boulot, quoi. Donc Jeannot et Aurélien, leur groupe s'appelle donc Plagia. Donc est-ce que tu peux le présenter en gros rapidement de quoi il s'agit? En parlant dans le micro, pas dans la bouteille. Serge Moiti, il fait ça. Comme Serge Moiti. Il y a des conférences super sérieuses, ils font ça tout le temps. Donc je me suis inspiré. Plagia, c'est un duo de rap un peu expérimental, rap hip-hop. En gros, c'est ça. Ça a quelques particularités. On n'est que deux et une grosse machine sur scène qui s'occupe de faire des synthés, des bouclages, des effets. Machine exclusivement sous logiciel libre, donc Debian, copain là-bas, qui vous entendent peut-être. Enfin. Et voilà, ça s'appelle Plagia parce qu'on est plutôt on est libriste et un peu plus, c'est-à-dire qu'on est plutôt pour l'idée de plagier, pour l'idée de libérer les choses qui ne sont pas a priori. Donc ça va, c'est copyleft plus anti-copyright, on va dire. Ok. Un copyleft, la notion est peut-être pas la plus claire. Donc, concrètement, avec votre musique, le public, les gens qui sont dans la salle peuvent faire quoi? Ils peuvent l'écouter déjà. Ils peuvent la télécharger gratuitement si on la met sur internet. Tant qu'on ne la met pas sur internet, c'est compliqué. Je dis ça parce qu'on n'a pas encore sorti beaucoup de trucs. Mais a priori, dès que quelque chose est diffusé donc sous la licence qu'on utilise, on peut la reprendre, on peut le jouer avec son groupe. Les gens sont même autorisés à faire des disques avec, à les jouer mieux ou moins bien, ou à faire des samples pour faire d'autres morceaux.
pour faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. La seule limitation, c'est que tout ce qui va être produit à partir de ça doit être aussi libre. C'est-à-dire qu'ils doivent donner les mêmes garanties aux gens qui vont écouter les dérivations de l'œuvre pour que ça puisse continuer, que ce soit un peu viral. En gros, on fait du libre avec du libre et les gens doivent continuer avec ça. Ouais, on a le droit donc de la diffuser. C'est-à-dire que si moi je télécharge votre musique quelque part et que je la mets à disposition, moi j'ai parfaitement le droit de le faire. Tu peux la diffuser, tu peux même la vendre. En tout cas, là, nous, on a fait le choix d'autoriser vraiment toutes les diffusions possibles. Et donc si je vends la musique, est-ce que je te dois de l'argent? Non. Donc est-ce que c'est pas un peu suicidaire pour un artiste de permettre à n'importe qui de vendre sa musique sans lui verser un sou? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Nous, déjà, a priori, on ne fait pas vraiment d'argent en vendant notre musique nous-mêmes. Donc si toi tu y arrives, c'est bien. On part plutôt du principe qu'on va toucher de l'argent en vendant des spectacles. On est vraiment plus sur le live que sur l'idée du royalty sur les CD qu'on va vendre. Et ça nous suffit en fait. Et à partir de là, le fait de vendre des disques ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, c'est pas vraiment une problématique. D'autant plus que si on était vraiment en capacité de se faire suffisamment d'argent avec nos disques, sans doute qu'on serait aussi assez connu pour vendre des 7 concerts pour vivre. Et comme l'idée c'est pas, en tout cas pour nous, l'idée c'est pas de vivre avec les revenus d'un disque qu'on aurait enregistré il y a 10 ans ou plus. Et que c'est vraiment le but c'est de faire de la musique aujourd'hui ou demain avec des vrais gens en live. Ça nous intéresse pas de gagner de l'argent avec des enregistrements. Jean, Ariam, vous pour The Marmotte, donc c'est le même genre de liberté? Bah, je crois que c'est la même licence, en fait c'est art libre. Hein, voilà. On utilise art libre et en fait on dit les deux, mais c'est un peu marketing et Creative Commons by EC, mais en fait elles sont compatibles depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais pas trop. Non, et voilà. Donc oui, c'est les mêmes libertés parce que cette licence, c'est l'équivalent de la GPL pour ceux qui connaissent en fait les logiciels. C'est une licence copyleft et qui demande donc à garder la même. Enfin les deux, Creative Commons by EC et Art Libre, sont des licences copyleft qui demandent à garder la même licence et qui à part ça autorisent un peu tout. Partager, réutiliser en modifiant, éventuellement vendre, ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que vous y gagnez à partager? C'est ça la question. Bah, je pense que la question c'est plutôt qu'est-ce qu'on y perdrait à ne pas partager en fait. C'est plutôt si on partageait pas, ça changerait quoi en fait. Enfin si on serait peut-être moins. Est-ce qu'on serait moins connaître? En fait, quand on regarde les projets qui ont du succès ou pas, je pense que s'ils avaient partagé, ils auraient eu autant de succès. La plupart du temps dans les projets, je pense que ce qui a du succès, c'est juste que les gens ont essayé de le faire pendant des années et des années et des années. À un moment donné, au fur et à mesure, plutôt, ils se sont fait connaître et tous les gros projets qui sont là, et sauf ceux qui sont connus, c'est juste des gens qui ont été sur Internet depuis 15 ans et ils ont fait Il y a quand même quelques projets récents. Je pense que si on ne fait pas libre licence, alors on perd si tu fais un projet et si c'est ça, désolé, si c'est libre art, alors d'autres gens peuvent créer d'autres choses avec mon projet. Alors, mais si c'est pas libre art, alors j'ai perdu d'autres art, d'autres art qui a fait d'autres personnes. Je pense qu'elle veut dire qu'elle perdrait l'art qui aurait pu se créer à partir de là. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une œuvre dérivée de l'œuvre que vous faites, pour vous, c'est un gain d'avoir oui. C'est un peu ce que disait, il y avait une conférence ce matin qui disait que effectivement tous les gens qui se déguisaient ici, c'était essentiellement une tolérance et que dans les faits du droit d'auteur en France et du copyright anglo-saxon, c'est interdit. Alors c'est même un peu plus qu'une tolérance, parce que j'en discutais avec quelqu'un qui est dans le cosplay, et qui m'expliquait que dans les jeux vidéo, maintenant, ils facilitent le cosplay.
Et ils ont bien compris qu'avoir des gens qui sont en costume, ça va plutôt dans le sens de la popularité de leur jeu. Sauf que si quelqu'un un jour se mettait à faire des sous en faisant du cosplay, d'un seul coup il lui demanderait, il lui dirait mais attends tu ne nous as pas payé là. C'est ça la différence, c'est un peu triste Ouais. en fait. C'est une vision du partage de l'art et une vision de la reprise d'une œuvre ou qu'on apprécie, etc. Un peu triste. Voilà. C'est-à-dire que tant que tu fais rien de trop sérieux, ça va. Voilà, tant que tu le fais pour t'amuser et que tu nous fais de la pub, c'est bien. Par contre, va pas t'aviser quand même d'en faire quelque chose de sérieux et de te faire des sous, parce que là, ça devient un problème. Hein, parce que si tu te fais des sous, c'est pour nous. Quoi. Est-ce qu'il y a une notion, Aurélien, de dire qu'en partageant ce que vous faites, il y a l'idée de redonner alors que vous-même vous avez récupéré les choses? Parce que toi, tu enseignes également, et je suppose une bonne source de revenus dans ton activité. Non, mais par rapport à la totalité des revenus que tu peux faire. Non, c'est un peu misérable, mais ça, c'est pas, c'est pas très grave. Bah oui, alors il y a clairement ça. Alors ensuite, juste pour rebondir avant sur ce que tu demandais, bon, ce que ça apporte, on va dire, sur le plan purement pragmatique, clairement ça apporte une promotion qui est quand même pas négligeable, parce que dès lors que tu autorises des gens à diffuser ta musique, et que tu n'es pas dans des réseaux qui seraient gros, enfin typiquement pour ce qui est notre cas, donc de la musique, on n'est pas sur des labels ou des maisons de disques, voilà. Et ben en fait, le fait que les gens puissent diffuser eux-mêmes ce qu'on a fait et continuer à le propager, etc., c'est une puissance promotionnelle qu'on n'a évidemment pas à titre personnel. À l'inverse, ce que ça interdit, bah, clairement, ça interdit de rentrer dans ces réseaux-là. Parce que ces réseaux-là, ils sont, en fait, ils font une présupposition que si on est professionnel, alors on est à la SACEM. Donc la SACEM, c'est la gestion du droit d'auteur classique. Et alors il y a tout un tas de dispositifs de subvention, etc., ou même simplement des labels qui vont bloquer et qui n'accepteront pas qu'on arrive, nous, avec cette position de principe. Ça, c'était pour rebondir sur ce que tu disais avant. Donc ça pourrait justifier de faire un choix inverse. Enfin, nous, c'est souvent, donc ça fait quand même longtemps qu'on est dans ce domaine-là, et souvent on nous demande, il y a des centres ressources musique actuelle dans chacune des régions qui viennent nous voir pour dire ouais, est-ce que vous pourriez dire un peu aux petits groupes comment ils font pour faire des licences libres et tout. Sous-entendu, bah, quand on est un petit groupe, c'est bien de faire une licence libre, enfin d'utiliser des licences libres parce que justement on peut diffuser avec ça. Mais avec le sous-entendu juste derrière que dès qu'ils pourront, ils vont basculer sur un système de droit d'auteur classique et aller signer chez un label ou un sous-label Universal ou Mercury ou je sais pas quoi. Et donc voilà, ça clairement, Universal ne distribue pas sous licence libre et ils ne le feront pas demain. Donc ça peut être un point bloquant. Nous, à titre perso, c'est plutôt une pureté personnelle qu'on acquiert avec ça. On n'est pas chez Universal, on n'avait pas l'intention d'y aller. Et voilà, on partage tout ça. Alors effectivement, ça rentre dans cette histoire de transmission. Avant la SACEM, enfin même avant Beaumarchais, en gros avant le XVIIIe siècle, il n'y avait pas trop ces notions-là de droit d'auteur. La musique, elle était essentiellement transmise oralement. Enfin, il y a eu un peu d'écriture avant, mais quand même essentiellement comme ça, en Europe. Et de bouche à oreille, et puis tout ce que Bach a pu écrire à cette époque-là était inspiré par la musique traditionnelle avant, et puis quand Mozart et Beethoven sont arrivés derrière, bah, ils sont inspirés de Bach, etc., etc. En fait, on vient pas de nulle part. Il n'a jamais été question qu'on soit des... Enfin, voilà, qu'on crée ex nihilo, depuis rien. Et là, en pratique, alors si je veux vraiment parler de musique, musique occidentale, on a 12 demi-tons. Bon, on peut les assembler de plein de manières, mais ça fait pas tant de manières que ça. Et ça fait quand même, depuis les années 50, qu'on fait des musiques actuelles. Donc musiques actuelles, en gros, hein, c'est tout depuis le jazz, le rock, etc., le reggae. Bon, c'est évident qu'il y a de la redite, quoi. Donc c'est le principe même de dire qu'on a créé quelque chose de nouveau, il est quand même hyper discutable. Et la personne qui a écrit la licence art libre, elle propose de regarder les choses différemment. Alors c'est un peu philosophique et tout, on n'est peut-être pas obligé de rentrer dans cet ésotérisme-là, mais elle propose de dire que l'art c'est un flux, donc ça se balade, et que nous, en tant que personnes qui pratiquons cet art, alors, artistes ou ce que vous voulez, en fait on vient faire des instantanés dans ce flux. Donc forcément il y a des choses qui ont existé avant, il y a des choses qui existeront après, nous on est juste un moment dans ce truc-là. Et l'apport qu'on va apporter, c'est comme dans la recherche, comme dans la langue, comme dans plein de choses, c'est une pierre de plus, positive ou pas, selon ce qu'on fait, mais ça n'a pas vocation à être plus que ça. Et donc du coup, pour toutes ces histoires de transmission, c'est quand même important, à mon sens, de dire qu'on reste sur quelque chose d'assez humble et de dire, bah oui, il y avait des choses avant nous, il y aura des choses après nous. Tu veux peut-être parler de l'enseignement plus particulièrement ? Oui. Oui, alors ça c'est l'autre problème, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de choses où on se voile un peu la face.
En tant que prof, normalement, dans une école de musique, ben, je ne peux pas faire reprendre de morceaux à mes élèves parce que le droit d'auteur ne m'y autorise pas. Ou alors sous des conditions drastiques, assez complexes. Donc en pratique, on le fait tous parce que ça n'aurait pas trop de sens d'apprendre la musique sans jamais faire du répertoire, ce qu'on appelle du répertoire maintenant. Et donc, si on fait du répertoire, c'est aussi parce que justement, on veut s'inscrire dans un truc qui dit qu'il y a eu des choses avant. Et si aujourd'hui il y a de la chanson française, par exemple, à la Christine and the Queens ou quoi, c'est parce qu'avant il y a eu Antoine ou je sais pas quoi, pas Antoine du tout, Christophe, c'est presque pareil, ou des mecs comme ça. Oui, bon, ok, je prendrai d'autres exemples une prochaine fois, c'est pas grave, c'est ceux qui me sont venus. Tout ça, ça se crée, quoi, c'est-à-dire le blues a donné le jazz, voilà, on peut faire ces filiations-là, il n'y a rien qui aurait existé sans rien avant. Donc c'est quand même un point un peu ambigu de dire on n'a pas le droit de faire des reprises avec les élèves. Bon, on le fait quand même, mais voilà, rien que ça, moi, ça me semble déjà un peu problématique. En tant que personne qui écrit de la musique, je vois pas de quel droit j'interdirais à des écoles et des enseignants de reprendre la musique. Et je pense que la plupart des gens qui sont à la SACEM ne savent pas qu'il y a cette interdiction-là. Voilà, sur le pan enseignement. Moi, j'ai juste une question en fait un peu pour vous, parce qu'il y a une problématique pour l'art libre musical dernièrement, c'est l'histoire de Saint-Maclou là. Alors, en fait, parce qu'il y avait Saint-Maclou qui avait fait un contrat avec Jamendo, et en fait ils ont fait appel, je pense même 2 fois, et à chaque fois ils se sont fait remonter. Et en gros, alors pour ceux qui connaissent un peu, il y avait Jamendo qui ont un business de musique, pas seulement libre, mais avec des diverses licences Creative Commons, mais notamment en tout cas en particulier, les gens n'étaient pas à la SACEM. Et donc, ne passez pas. Alors, est-ce que vous savez un peu comment marche la SACEM? En gros, c'est eux qui gèrent les droits d'auteur pour les musiciens et vont récupérer les sous et ensuite vont les redistribuer. C'est la théorie. Et donc, l'idée de Jamendo, leur business model, c'était ils vendaient ça à des entreprises qui devaient passer dans les boutiques et tout ça. C'est faire concurrence à la SACEM en moins cher. Voilà, en moins cher, dire vous n'avez pas à payer la SACEM, etc., pas à payer la redevance, sauf que la SACEM a attaqué a attaqué en justice Saint-Maclou, qui était un client. Vous connaissez Saint-Maclou, c'est je crois des trucs de bricolage, comme ça. Ils vendent des boquettes, mais bon, c'est pas très important. Voilà, et Jamendo a perdu. Voilà, sur le principe de rémunération équitable, il y a un dispositif qui dit que, si j'ai bien compris, l'artiste pourrait rentrer dans un dispositif, parce qu'en gros, comme on a du mal à suivre toutes les diffusions publiques de tous les morceaux, il y a une cagnotte pour tous les morceaux, les gens qui ne sont pas encore fait connaître, et que du coup, comme les artistes en question pouvaient avoir le droit de demander leur part de cette cagnotte, alors il fallait effectivement payer des droits en plus. La cagnotte, elle est gardée que, je sais plus, il y a écrit sur leur fac, sur internet, ouais. C'est genre 3, 4, 5 ans peut-être, mais genre en gros, tu es censé t'inscrire dans les quelques années pour demander de ce que j'ai lu, Jamendo aurait pu s'en sortir en faisant signer aux musiciens un engagement en disant on renonce à cet argent-là. Mais voilà. Mais de fait, c'est compliqué parce que le système il est effectivement calibré pour qu'on rentre dans un certain moule et c'est difficile d'en sortir, hein, je suppose. Après, pour répondre à ta question, c'est souvent un truc quand on fait des confs ou des tables rondes sur l'art libre, on parle surtout de thunes en fait, tout du long. Non mais c'est vrai, sur comment on va vivre et tout ça. Alors, dans notre cas, nous deux, la réponse elle est claire, on vit avec des cours et des spectacles et l'intermittence du spectacle. Voilà. Et du coup, c'est pas une position sur les thunes qui nous a fait aller vers l'art libre, c'est vraiment une position de principe. Donc à la limite, alors Jamendo, j'en pense ce que j'en pense. C'est des mecs qui avaient décidé de faire un business sur du libre. Il s'avère que je suis pas vraiment très enclin à aimer le business, qu'il soit libre ou pas, donc voilà. Mais c'est pas pour ça que je fais de l'art libre, donc ces trucs-là me touchent pas trop à titre perso. Ensuite, évidemment, là en fait on est en train de regarder des requins bouffer des piranhas, hein, c'est pas autre chose que ça quoi. Jamendo avait choisi les licences libres, la SACEM a choisi le droit d'auteur standard, mais dans les deux cas, Jamendo est basé au Luxembourg, ils ont décidé, voilà. Je crois pas que ce soit des altruistes qui ont décidé de faire vivre les artistes et la création, parce que c'est quand même souvent ça qu'on entend derrière tout ça, le droit d'auteur favoriserait la création. Sous-entendu que si vous avez créé une fois, vous pouvez toucher le droit d'auteur, alors vous recréerez de nouveau. Ça c'est déjà quelque chose de très discutable. Du coup,
Moi, en tout cas, je suis assez content quand on arrive à faire dériver le truc plutôt sur une position, enfin des questions sociétales en fait, notamment par exemple de dire à partir du moment où l'artiste, enfin en tout cas la personne qui crée de l'art, parce que c'est pareil, artiste c'est déjà un mot qui est super lourd de sens en général, il y a une espèce de côté piédestal et tout ça, et à partir du moment où la personne qui crée de l'art qu'elle crée, en fait, il est à disposition de tout le monde, moyennant que tout le monde soit aussi soumis à cette même contrainte, alors ça veut dire que l'artiste, c'est pas quelqu'un de particulier dans la société, c'est quelqu'un comme les autres, c'est quelqu'un comme un maçon, et quand le maçon il fait un mur, il ne revient pas vous redemander chaque année la redevance pour son mur parce que son mur il tient. Et, enfin, voire même s'il ne tient pas dans les 10 ans, vous pouvez lui dire qu'il n'a pas tenu, et ça c'est un point, enfin moi je trouve que c'est bien de ramener l'artiste à ce stade-là dans la société, notamment pour dire aussi, parce que ça c'est quand même quelque chose que vous entendrez à peu près tous les musiciens dire, enfin tous les comédiens, tout ça, dire qu'il faut absolument que tout le monde fasse de la musique et tout le monde fasse du théâtre et tout le monde s'exprime culturellement. Il y a des projets d'enseignement artistique et culturel, enfin de parcours d'éducation artistique et culturelle et tout ça. Mais sauf que derrière, on présuppose quand même que tout ça est lié à une forme de talent et de génie, et donc qui est réservé à quelques-uns, alors qu'en fait, bon, il y a un apprentissage, il y a des codes. Donc on apprend à faire de la musique avec les 12 demi-tons dont je vous ai parlé tout à l'heure si on est occidentaux, si on habite ailleurs ça sera sans doute avec autre chose. Et puis on apprend à assembler tout ça, et puis selon ce qu'on aime, on va faire un truc qui va aller vers Nirvana ou vers Bob Marley, ou j'en sais rien, peu importe. Mais tout ça c'est de l'artisanat, c'est des petits bouts qu'on assemble. Il n'y a pas de raison de penser qu'à un moment donné j'ai pu écrire quelque chose parce que j'ai été touché par une grâce divine et que cette grâce divine supposerait que je dois vivre toute ma vie et 70 ans après ma mort de ces revenus-là, parce que c'est quand même ça un peu le propos. Et du coup, c'est aussi, moi je suis vraiment très attaché à ça dans l'idée de faire du livre, c'est de dire, voilà, on sort de tout ça, l'artiste est quelqu'un comme les autres. Alors déjà, voilà, ça permettra d'arrêter de dire qu'artiste c'est une espèce de titre ronflant, on n'est pas en train de faire des choses qui font du clivage social ou quoi que ce soit. On se remet dans le cadre, on travaille avec les écoles, on va voir des enfants, on fait de l'éducation, on aide les groupes plus jeunes, et puis on a été aidé par des groupes plus vieux, et puis voilà, et puis on est professionnel, pas professionnel. Professionnel, ça veut juste dire qu'on en vit. C'est pas une idée de qualité sur le plan artistique, et donc du coup, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout cet ensemble-là qui traîne derrière tout ça. Moi, je suis entièrement d'accord, j'ai un peu le même discours en fait, je crois qu'on en avait déjà discuté. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans le public, parce que là on fait du dialogue, mais il y a peut-être des remarques ou des questions? Non. Donc du coup, dans ce que tu dis, Aurélien, voilà, il y a quand même cette idée que l'œuvre n'a pas de valeur en elle-même. Ouais, c'est exactement ça. Mais, enfin oui. En tant qu'œuvre, en tant qu'œuvre, après, le travail que l'on a pu faire pour faire une chanson ou faire un disque ou quoi, ce travail il est fait et on peut lui donner une valeur, mais ce sera juste le temps qu'on y a passé et peut-être le temps que ça nous a pris pour avoir la compétence et les capacités de le faire, quoi. Et après, juste le concept de l'œuvre derrière, il n'a pas de valeur pour nous. En fait, c'est un peu ce qu'il disait, c'est que le maçon, on ne le paye pas pour le mur final, on le paye parce qu'il a travaillé un certain nombre d'heures et il a un salaire qui correspond au nombre d'heures qu'il a travaillé. Tu as quand même un lien à la qualité de ce que tu fais. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas musicien, tu vois, si je peux passer des heures à faire de la mauvaise musique. Ton maçon, il est très mauvais, mais il a travaillé un mois et il t'a fait un mur de merde, mais tu vas pas essayer de le payer, il peut te faire un procès et c'est lui qui va gagner. Hein. Ah, si le mur ne remplit pas le service qu'il est censé faire. T'as fait un mur. Ouais. Choisir un meilleur maçon. Voilà, choisis un meilleur maçon, comme choisir un meilleur musicien quand tu es un mauvais musicien, mais tu l'as fait travailler, tu le payes. Et en fait, pour moi, c'est un énorme problème de l'industrie, du droit d'auteur, etc. Et ça, c'était un truc que j'avais notamment lu sur la fac de la SACEM aussi, qui te disait, le saviez-vous, les auteurs ne sont en général pas payés pour leur travail, ils sont payés après coup pour les droits d'auteur, etc. Et ils te sortaient ça, et je pense que ça doit toujours être sur la fac de la SACEM, mais sans aucune honte. Mais genre, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, et c'est vrai que ça se passe beaucoup comme ça, hein, dans beaucoup de métiers en lien avec le droit d'auteur, mais c'est pas normal. Alors, tu devrais te payer. Voilà, le droit d'auteur, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, c'est qu'on fait vivre on
c'est l'histoire, le principe de la carotte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes, on leur dit attends, écoute, moi j'ai un super projet, ça va être méga top, on va être millionnaire. Toi, je te fais signer un contrat, tu as 30%. Bon, par contre, là, je te paye pas pendant, tu vas travailler pour moi pendant 6 mois. Bon, tu vas pas être payé, mais moi non plus, hein, j'ai pas de sous, mais moi je vais rien faire, hein, je vais juste te dire ce que tu fais. Mais après, tu auras 30%, quoi. Et bon, en général, comme beaucoup de projets, hein, ça arrive, ça tombe à l'eau. En tant que développeur, par exemple, je peux demander à un développeur, viens travailler pour moi pendant 6 mois et je te paye pas, mais... Ça s'appelle une start-up, non? Ouais, non, les startups, moi j'ai été engagé dans des startups et je peux dire que j'étais bien payé en tant que développeur. Ouais. Juste pour faire préciser le point, quand on dit que l'œuvre a au final pas de valeur, est-ce que elle a réellement pas de valeur ou est-ce qu'elle a pas de valeur financière? Et du coup, suivant la réponse, si elle n'a pas de valeur, pourquoi la fixer, pourquoi la stocker, pourquoi l'archiver, pourquoi la diffuser? Il faut plutôt qui va accepter de supporter ces coûts-là. Et voilà, juste pour préciser ce point-là. Je pense que ensuite, il faudra préciser, mais moi je pense pas qu'il disait c'était peut-être un peu provocateur, quoi. C'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est que c'est pas sur un... Ça n'a pas une valeur particulière comparé à ton mur, en fait. Il a une valeur, ton mur. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens, ça c'est un discours très courant, qui te dit ça c'est de l'art, c'est au-dessus, quoi. Genre, lui c'est un artisan, tu comprends, lui il fait des murs, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Lui t'as fait une statue, quoi. Tu dis, les deux ils ont fait pareil, ils ont cassé de la pierre, et non, mais lui c'est de l'art. Il y a les humains, les artisans et les artistes. Hein. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ça, en fait. Ça a tous de la valeur, mais en fait, c'était le travail. Il a créé quelque chose, mais ensuite, il n'y a pas un truc particulier qui fait que c'est... Voilà. Juste pour compléter là-dessus, j'entendais aussi que ça... Enfin, quand même, je reste sur le terme, ça n'a pas trop de valeur pour moi, dans le sens où j'ai pas... j'ai pas l'intention que ça me survive, en fait, ça m'intéresse, enfin je m'en fous en fait que ça me survive cette œuvre ou quoi. Si ça disparaît parce que ça peut pas être stocké, tant pis quoi. Pour moi l'important ça aurait été de la jouer avec des gens, devant des gens, que ça ait pu faire des moments en vrai qui soient bien ou pas bien, enfin ça marche pas tout le temps, et qu'on ait pu en faire si possible le plus de versions différentes et d'interprétations, et que si d'autres gens s'en emparent après pour en faire autre chose, ça c'est super quoi. Mais par contre que l'œuvre en elle-même, estampillée, création de ma personne, puisse perdurer et soit stockée, ça pour moi ça n'a vraiment pas de valeur, après ça m'intéresse pas. Bonjour, j'ai pas vu tout ce que vous avez dit depuis le début, donc si vous y avez déjà répondu, je m'excuse par avance, mais vous parliez du fait qu'il fallait être payé pour le temps de travail qu'on y a mis. Là je vais faire un peu l'avocat du diable, moi je trouve ça très bien l'art libre, mais là, un peu les arguments de l'autre côté qui disent, dans ce cas, si on travaille pour des maisons d'édition ou des maisons de disques et qu'on est des salariés, on est privé d'une certaine liberté. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'argument? Il y a plusieurs choses. Alors je sais pas, on dit la même chose entre le public et le privé aussi. Bon, moi je travaille dans les deux. j'ai pas compris en quoi j'étais plus brimé dans l'un que dans l'autre, mais là c'est pas ta question. Comme je suis pas salarié, si je suis salarié du spectacle, quoi, j'ai pas l'impression d'être brimé, j'ai l'impression de faire à peu près ce que je veux, mais bon, c'est sans doute la structure aussi qu'on a choisie qui veut ça. On est dans une association où on gère les uns les autres, donc ça va à peu près. Maintenant, si je peux juste parler de la filière disque, parce qu'en gros c'est celle-là dont on parle nous, je pense pas du tout que ni la SACEM et surtout ni les éditeurs et les labels te donnent une liberté en fait en l'occurrence. Typiquement un deal de vente de disques, ça va être un truc où on dit, bon alors voilà, on va te filer, dans le meilleur des cas, parce que c'est quelque chose qui arrive presque plus, on va te filer 8 000 €, tu vas faire 3 disques sur les 5 ans qui viennent. Donc déjà, en termes de liberté, bon, je pense que c'est une base qui est quand même pas hyper saine, quoi. Tu sais que tu as 3 disques à sortir, j'espère que tu savais quoi, ce que tu allais mettre sur les 3 disques avant, parce que c'est bon. Et tu as 8 000 € pour faire ça, quels que soient les coûts que ça va te coûter, quelle que soit ta vie par ailleurs, et c'est 8 000 € sur 5 ans, c'est pas non plus... non, ça c'est un deal qu'on m'a fait, je peux te le dire. Donc bon, je pense pas que ça soit une très bonne forme de liberté.
Et le cas plus standard, c'est plutôt des contrats de licence où en gros on te dit bon bah alors d'accord, on va distribuer ton truc, mais déjà toi tu te tapes tous les frais de prod avant, parce que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus cher les frais de production, c'est plus la promotion. Et par contre, du coup, le deal derrière, ça va être un truc genre 60-40 sur les ventes, ou 70-30 sur les ventes. Donc on t'apporte pas vraiment une façon de vivre non plus à terme, parce que justement la SACEM, ou en tout cas ta société de gestion de droits d'auteur, devrait venir pallier ça par le droit d'auteur. Sauf que il y a plusieurs choses qui jouent à ce niveau-là. La première, c'est qu'en fait, alors ça c'est très lié à la SACEM, au système français du coup. La SACEM, elle considère que passer un certain, enfin en dessous d'un certain seuil, ce n'est pas valable de te rémunérer parce que ça n'atteint pas leurs frais de structure, et donc du coup, voilà, c'est pas la peine. Donc il faut que tu passes au-dessus de ce seuil-là. Alors peut-être au fil des années tu finiras par le passer, mais peut-être. Et la deuxième chose, c'est que la façon dont la SACEM estime les titres qui ont été joués, à l'origine c'est des feuilles jaunes sur lesquelles les festivals, les radios, tout ça, les gens qui fabriquent des CD, écrivaient la liste des morceaux et des auteurs. Et envoyaient ça à la SACEM. La SACEM, elle collecte, elle regarde si les auteurs sont dans leur catalogue, et dans ces cas-là, elle redistribue. Si les auteurs ne sont pas dans leur catalogue, généralement, elle touche quand même, mais elle ne redistribue pas, ça c'est une autre question. Mais ça, c'était avant. Mais en fait, ça c'est chiant, parce que les radios, ils font des procs toute la semaine, et du coup, des feuilles jaunes, ils ne peuvent pas en remplir autant, surtout les radios associatives. Puis les festivals, c'est pareil, c'est beaucoup des associations, des bénévoles, c'est lourd. Du coup, la SACEM a proposé depuis 10-15 ans un nouveau système qui s'appelle le forfait. On paye un peu moins cher, on ne remplit pas de feuilles jaunes, et voilà, on réfléchit juste par rapport à la jauge du public. Et puis voilà, c'est 500 €, c'est 300 €, c'est 80 €, peu importe. Le truc, c'est que dans ces cas-là, on ne sait plus ce qui est diffusé. Et comment on fait pour savoir? Bah, on se base sur les bases de médiamétrie. Alors, moi, personnellement, je ne dois pas être dans les bases de médiamétrie. Hein. Je crois que j'y serai jamais. Donc ça veut dire que, en fait, c'était déjà un système qui était très déséquilibré, mais à partir de là, il est devenu d'autant plus, puisqu'en fait, médiamétrie, forcément, on va trouver des gens qui sont surreprésentés, qui vont être les gens qui passent en prime time à la télé ou sur des radios de diffusion nationale, que ce soit les radios du service public ou les radios privées, hein, clairement. Et le résultat, alors généralement quand je dis ça je me plante, donc je vais essayer de le dire quand même, il y a 110 000 à peu près sociétaires SACEM, un truc comme ça. Alors c'est maintenant que je vais me planter. Il y en a 1000 qui touchent plus que 100 000. Non, si c'est ça. 100 qui touchent plus que 100 000, 1000 qui touchent plus que 10 000, 10 000 qui touchent plus que 1000, le reste qui touche rien. Pardon. Le reste qui ne touche rien. Donc ça veut dire que l'extrême majorité ne touche rien, et la majorité juste après, enfin le deuxième pack juste après, touche 1 000 € par an. Donc autant vous dire qu'avec 1 000 € par an, on n'est pas en train de parler de survie, hein. Enfin si, de survie peut-être, de train de vie difficilement. Donc je pense que c'est même pas une solution sur ce plan-là. Par ailleurs, on t'explique dans tout ça que du coup, c'est bien parce qu'il faut absolument refavoriser la création. Donc ces gens qui ont créé, il faut qu'on leur donne des droits d'auteur pour qu'ils recréent, mais en pratique, c'est un circuit qui est très fermé et qui concerne assez peu de personnes. Et ces personnes disposent en plus de dispositifs de subvention et d'aide au plan des régions, au plan de la DRAC, enfin du ministère des Affaires culturelles, ces choses-là. Et quand Vincent Delerme, ou je vais arrêter de m'en prendre à la chanson française, mais Maître Gims, ou je sais pas quoi, font des albums, ils font pas des albums sur la base de la SACEM qu'ils ont touché avant. Hein. La SACEM qu'ils ont touché avant, c'est juste un pactole de plus. Pour vous donner un ordre d'idée, Ben Monclesoul, qui est un Tourangeau, donc pas très loin d'ici, a pu s'acheter une maison avec sa première année de passage télé. Hein. C'est quand même des sommes qui ne sont pas du tout négligeables. Mais le producteur et tout ça, eux, ils ont derrière des sous qui tombent de partout, et la création, elle n'est pas du tout financée par la SACEM. Enfin, c'est totalement absurde. La création, elle est financée par les régions et par la puissance publique, essentiellement. Le temps qu'on passe ce qu'on appelle en résidence, quand on est dans des lieux et tout ça, c'est la puissance publique, elle est missionnée pour ça. Il y a des subventions régionales, départementales, des Comcom, de tout ça. En vrai, je crois que c'est quand même un faux semblant, mais qui permet de continuer à dire qu'un artiste n'est pas quelqu'un comme un autre et qu'il ne faut pas le voler. Et attention, tout ça, quoi. Je voulais juste, en fait, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de carottes, c'est que les artistes, on leur fait tous crever la dalle, sauf qu'il y a un petit 1% en haut qui ont vraiment, mais genre une sorte de disparité aberrante, où eux, ils touchent réellement le pactole. Et le 99%, on fait la carotte, on fait peut-être que vous pourriez être le 1%. Et peut-être qu'un jour, certains d'entre eux le seront d'ailleurs. Ça pourrait être vous. Et ils se disent, la plupart de ceux c'est eux qui défendent le plus le système, se disent, ah, peut-être que ce sera moi un jour ce 1%, et donc c'est la carotte.
Et donc ils défendent à mort ce truc, même s'ils savent qu'ils touchent rien. Et même si voilà, tous les ans ils touchent, s'ils sont chanceux, parce que c'est pas tout le monde, pour les musiciens, 1000 €, genre dans les éditeurs, je sais pas combien il y a d'écrivains par exemple qui vivent, mais quasiment personne. Les écrivains, il y en a. Je pense qu'on connaît tous ici des gens qui écrivent des livres. Et voilà. Et moi, je connais plein de gens qui écrivent des livres et j'en connais aucun qui en vit. Simple. J'ai la chance d'avoir un écrivain à la maison, donc pour rajouter un petit truc là-dessus, justement, les écrivains, on en voit un peu passer. Et dans nos amis, on a un écrivain qui fonctionne bien, qui est publié, qui fait en moyenne 5 bouquins par an, livres jeunesse, donc c'est ceux qui sont le mieux payés. Aujourd'hui, il arrive même pas à avoir un SMIC grâce à tout ça. Alors que ses bouquins se vendent, alors qu'il produit, alors qu'il est lu, parce que quelque part, le droit d'auteur, il défend pas les auteurs. Il défend les éditeurs, il défend les distributeurs, mais les auteurs, ils voient jamais les sous derrière. Et chez les écrivains, c'est vraiment absolument catastrophique. Il y a de moins en moins d'écrivains qui arrivent à vivre de leurs bouquins, en dehors peut-être des quelques-uns qui sont dans les halls de gare. Et vous allez voir, il suffit de regarder les noms, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, il y a dans les métiers du spectacle, il y en a certains qui, et notamment, nous, ça ne s'applique pas à nous, parce que nous, on a quand même choisi une voie un peu particulière, où c'est pareil, on a du mal à en vivre, mais normalement, dans l'animation, si tu arrives à travailler dans l'animation, ça c'est un truc où justement ça marche avec des salaires. Les animateurs, normalement, ils sont payés, et plutôt bien payés. Et il y a vraiment du boulot parce qu'ils cherchent à fond, parce que c'est un truc en boom et qu'ils ne savent pas où les trouver. Ils cherchent plus de gens que ceux qui sortent des écoles, etc. Et tu peux te faire des bons salaires. Si tu faisais pas comme nous, parce que nous, c'est pas notre cas. Si tu faisais pas de l'art libre et que tu es animateur, là tu trouves du boulot, mais c'est pas le cas de tous les métiers artistiques. Alors, il y a un point commun entre vos deux démarches, c'est que vous avez fait appel au financement participatif pour vos projets. Et du coup, ça marchait. Oui, nous, ce qu'il y a, il pourra en reparler. Vous avez fait aussi du financement participatif? Tu penses à financement participatif. Ah oui, il y a longtemps. Ouais. Oui. Ah. Parce que nous, on en fait tout le temps en fait. On a fait un au début, on a touché 14 000 €. Puis là, on a un financement mensuel, vous savez, par les plateformes type Patreon, Tipeee, The Marmotte, Z-E-M-A-R-M-O-T, tout le monde l'a pu noter. Voilà, mais ensuite, comme c'est des vrais salaires qui se font, alors c'est notre association qui est de production, et qui fait des vrais salaires horaires, etc. Mais ça fait, genre, je sais plus, 4-5 jours par mois en fait qui peuvent être payés à l'heure actuelle. Ça nous permet quand même d'être intermittent du spectacle, parce qu'il faut faire 508 heures dans l'année, 508, ça c'est... Alors, ma question, c'est pourquoi des gens vous donnent de l'argent, ou vous en ont donné, au moins un peu, ou pas d'ailleurs. Ils achètent un produit. Enfin, dans le cas des disques, c'est de la prévente en fait, ni plus ni moins. Nous, c'est ce qu'on a fait. On n'en fait pas avec Plagiat, mais on a d'autres groupes dans la structure qu'on en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et dans tous les cas, en tout cas pour nous, les crowdfunding, ça sert juste à payer les coûts de production, quoi. Il n'y a jamais de salaire derrière. Et c'est globalement comme ça dans la musique. Les crowdfunding de CD, s'il fallait payer les gens sur les sessions d'enregistrement, ça coûterait hyper cher. Mais du coup, quelqu'un qui préachète le CD, il achète quelque chose qui n'existe pas encore, donc il n'a pas pu l'écouter. Tu crois pas si bien. Je sais de quoi je parle. Et donc pourquoi il fait le choix de te donner de l'argent alors qu'il ne sait pas encore à quoi ressemble ce que tu vas produire? Soit il est curieux, soit il a déjà une idée de ce que tu pourrais faire parce qu'il a entendu le disque d'avant, ou bien il fait partie de ta famille et il achète les yeux fermés. Souvent. Moi j'ai précommandé les albums de Stupéflip il y a longtemps, quand ils ont sorti un DVD et tout, parce que j'aimais vraiment les 2 premiers albums. Alors j'ai acheté le DVD, j'ai précommandé, j'ai acheté les t-shirts, j'ai mis des vinyles, j'ai pas de platine vinyle et un stylo bille. Et puis l'album il était nul à chier. J'ai arrêté d'écouter Stupéflip, mais après voilà, c'est pas grave, enfin, tant pis. Bon, c'est comme ça quoi. Des fois on est déçus, hein. Mais si je l'avais acheté, ça aurait été pareil. Enfin, je vais revenir sorti.
nous c'est sûrement similaire, hein, c'est que les gens ils veulent voir le film, ils veulent aussi, il y en a qui je sais pas mal qui veulent soutenir l'idée, le concept et tout ça. Et aussi le fait qu'on on développe aussi pour notre film du logiciel libre, donc GIMP, et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent GIMP dans le monde, donc ça indirectement, même certains, si le film lui-même ne les intéresse pas, ils sont intéressés parce que ça aide au logiciel. Voilà. Donc au final, c'est la notoriété, la réputation qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il faut être connu, reconnu, apprécié. C'est une question de marketing, quoi. Mais ça, c'est pas spécifique à l'art libre. Donc, je reviens à ce que disait Aurélien tout à l'heure, mais on reparle encore beaucoup de thunes depuis un quart d'heure. Malheureusement. Moi, j'ai pas fait beaucoup de tables rondes sur l'art libre, mais pour l'instant, c'est vrai que si on veut finir sur l'argent, le truc où je veux en venir, c'est que moi, en tant qu'acheteur, on va dire consommateur, si j'achète une œuvre sous licence libre, au final, c'est une œuvre qui m'appartient en partie, c'est-à-dire que j'ai la liberté de faire tout ce que je veux avec. Et donc c'est pas tant pour me dire que je vais faire une bonne affaire ou que je vais investir de l'argent dans quelque chose où je vais avoir un retour sur investissement fabuleux, mais en tant que spectateur, public. C'est pour participer, quoi. Voilà, et du coup j'ai aussi j'ai quelque chose que je peux m'approprier. Voilà. Oui, tu peux peut-être te sentir plus légitime à le faire ou faire partie du processus. Vous avez déjà été repris ou il y a déjà eu des œuvres dérivées de ce que vous avez fait? Un petit peu avec l'ancien groupe, je crois. Après, je pense que c'est quand même assez rare. Hein. Les gens préfèrent faire leur truc. Et puis c'est pas si évident parce que malgré tout, le fait d'obliger les gens à dire ce que tu feras sera libre avec ce qu'on fait, c'est quand même, ça bloque beaucoup de gens. Enfin, c'est pas du tout la façon de faire par défaut, quoi. Et vous aimeriez qu'il y ait plus de reprises et de modifications de trucs ça, comme vous? Bah, l'important c'est que ce soit possible. Après, dire, si les gens le font pas, il y a peut-être de bonnes raisons. Que c'est pas terrible. Non, mais en tout cas, c'est pas. On n'a pas vraiment d'attente vis-à-vis de ça, quoi. L'important c'est plus le principe, et c'est pour ça, du coup, pour essayer de pas finir sur le fric, je pense que c'est bien aussi de parler du principe, quoi, qu'on fait ça avant tout pour l'idée qu'il y a derrière, parce que une fois qu'on a fait le tour des problèmes de thunes, on se rend compte que ça marche pas avec ou sans le droit d'auteur. Que dans tous les cas, ce qui va faire la différence, ça va être est-ce que tu sais te vendre, est-ce que tu sais créer un réseau, aller voir les gens, faire tout un tas de trucs qu'on est plein à pas aimer faire et qui dépendent pas de ce que tu penses de la position de l'artiste dans la société. Et du coup, là, ce qu'on défend présentement, c'est plus ça, là, de remettre en cause cette position de l'artiste dans la société et de l'art en général, quoi. Est-ce qu'il faudrait parler de droit du public, parce qu'on parle énormément du droit d'auteur et de l'auteur, et la notion du droit du public, elle est pas inexistante non plus. Je me souviens avoir lu un texte de Victor Hugo, je vous lis les références exactes, mais à l'époque où on discutait de la mise en place des systèmes de droit d'auteur, et il explique que le droit du public, en gros, il parle de propriété artistique à l'époque. Et sa conclusion est de dire que s'il faut choisir entre le droit de l'artiste et le droit du public, le droit du public devrait passer en premier. Or aujourd'hui, j'ai l'impression que la notion de droit du public, elle est complètement inexistante et complètement disparue. Moi, je pense qu'en fait, le problème, c'est aussi d'essayer sans cesse de faire des séparations, l'auteur, le public, machin. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, voilà, c'est bon, c'est des gens qui créent des choses, il y a plein de gens qui créent des choses. Puisque ce qu'on disait aussi, c'est qu'en fait, déjà souvent, si les gens reprenaient, ça ne nous embêterait pas trop. Par contre, dans la plupart des cas, en vrai, les gens font leur propre truc et c'est cool, c'est mieux, en fait. Mais je pense à David Revoy, par exemple, qui fait une BD qui s'appelle Pepper & Carotte, qui est entièrement libre et faite avec du logiciel libre, qui a un bon succès. Et je sais que sur son site, il va lister tous les gens qui reprennent, il y a eu du cosplay sur ses personnages, il y a des gens qui redessinent derrière. Et je pense qu'il a des retours, parce qu'il arrive à une notoriété assez élevée, et que c'est quelque chose qui doit quand même venir au bout d'un certain temps. Oui, parce que c'est toujours cool, même ça c'est dans ceux qui font des trucs propriétaires, quelqu'un leur envoie une photo de cosplay, il leur envoie pas une facture, tu as utilisé mon œuvre. Ils pourraient, presque. En fait, c'est ça, quand les gens font des licences propriétaires, ils pourraient, mais ils le font pas.
Et donc je comprends qu'il fasse. Et c'est sûr que si quelqu'un, a priori, se réapproprie ce que tu as fait, bon, c'est qu'il a bien aimé, donc c'est plutôt positif. Enfin, je veux dire, c'est difficile de le prendre mal. Après oui, ça arrive pas tant que ça, enfin, pour des tas de raisons. Tu peux faire de la parodie, tu peux tourner le truc en ridicule, là, tu peux critiquer également en reprenant. Ça veut dire que ça avait un intérêt de toute façon. Enfin, alors après, de toute façon, faut être robuste à ça, parce que alors, le truc qui vient après, c'est si Coca-Cola prend ta musique dans sa pub. Ou... Ben, moi, j'ai fait de la musique qui peut pas passer dans une pub Coca-Cola, donc c'est bon, mais... Non, mais enfin, je veux dire, voilà... Bon, de toute façon, ces choses-là peuvent arriver, puis on n'a pas les moyens de les gérer, mais je pense que ça veut dire que ce que tu as fait, ça avait, au minimum, ça a fait bouger les lignes. Après, on peut pas avoir que des amis. Moi, le seul exemple qu'on a eu, c'est sur une école de musique où justement on a fait un trimestre où ils avaient fait que des reprises de morceaux libres, donc on leur avait expliqué avant, pour qu'ils puissent jouer dans un festival où il n'y avait que de la musique libre. Donc on avait expliqué avant tout ce que c'était que ces licences libres et tout ça, et donc là c'était vachement intéressant parce que c'était à la fois parce que c'était libre, et c'est aussi parce qu'en fait le corollaire c'est que c'était pas des gros groupes, donc ils étaient accessibles, enfin pas des gros groupes, en tout cas des gens qui restaient disponibles. Donc on a pu les contacter pour avoir des partitions quand il n'y en avait pas, parce que sinon nous en tant que prof des fois on doit les relever. Et puis eux de savoir que des élèves en jouaient, c'est pas exactement la même chose de dire que quelqu'un en a repris et que c'est des ados qui sont en processus d'apprentissage qui reprennent tes morceaux. C'est quand même un truc un peu différent, quoi. Tu te dis que là il y a quelque chose d'autre qui se passe, quoi, de l'ordre de la transmission. Du coup c'était vachement cool. Bon alors, enfin voilà, c'est arrivé une fois, j'espère qu'on arrivera à le refaire, mais voilà, ce genre d'expérience là est cool, quoi. Et si vous deviez dire à quelqu'un, enfin, il y a des gens qui créent des choses, etc., est-ce que vous leur conseillez de choisir une licence libre ou vous dites, bon, en gros, à chacun de faire son choix, ou est-ce que... Parce que tu disais au début que vous étiez plutôt véhément contre le copyright, etc. Bah oui, moi c'est mon avis là-dessus. Après, tout le monde fait ses choix. Il y en a pour qui ça n'a pas de sens et ça doit être, il faut aller à la SACEM, c'est comme ça que ça marche. Je suis pas de cet avis-là. Après, je suis bien conscient que nous, on a un truc qui fonctionne à peu près, en tout cas dans l'idée, ça me paraît pas mal. Mais si par exemple, tu n'es que compositeur et que tu joues pas ta musique, ça se pose différemment. Enfin, là déjà, c'est pas sûr que la SACEM puisse vraiment t'aider, mais alors sans, c'est pire, quoi. Moi, ma position, bon, j'ai été dans le CA de Dogmazic. Dogmazic, c'est une archive française qui diffuse de la musique libre depuis 2003 ou un truc comme ça. Alors ils sont présents ici. Ils sont présents un peu plus loin, ouais. Et du coup, j'ai eu une action très prosélyte pendant un certain temps. Pour être tout à fait franc, j'ai plus du tout envie d'avoir cette action-là. Pas parce que j'y crois plus, mais juste parce que j'en ai vraiment marre d'entendre que je me tire une balle dans le pied à chaque fois qu'on commence à discuter. C'est un truc... Pour le reste, je pense que c'est purement une question politique. Là, par exemple, tu parlais d'écrivains. Nous, on est musiciens, et on est musiciens du spectacle vivant. Donc ça veut dire on a une solution toute trouvée pour vivre, quand il s'agit de vivre, parce qu'encore une fois, on n'est pas obligé de vivre de l'art. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un critère ni de qualité ni quoi que ce soit. Tant mieux si c'est possible de le faire, c'est bien que ça le reste. Mais donc nous, on fait du spectacle, il y a l'intermittence. Que ce soit avec Plagiat ou avec d'autres projets qui sont peut-être un peu plus faciles, un peu plus familiaux, etc. Il y a cette solution-là. Pour un écrivain, ça marche pas. Vous, tu vois, j'y avais même pas pensé, c'est cool. Enfin, je savais pas que vous faisiez de l'intermittence. Pour quelqu'un qui écrit de la musique, je sais pas comment ça marche. Pour autant, je pense que c'est pas une bonne excuse de pas savoir comment ça marche pour dire il faut aller à la SACEM ou rentrer dans ce truc-là. La question, c'est de savoir si on est d'accord avec ça ou pas. Moi, je continue à être fermement opposé au principe du droit d'auteur, même en tant que tel. En fait, je serais pour dire que ce truc-là devrait être dépossédé et qu'on devrait dire que c'est simplement des biens communs. On en parle beaucoup en ce moment, mais on est dans ce truc-là. Voilà. C'est mon avis personnel, hein, je ne demande pas d'être forcément 100% d'accord. Mais du coup, partant de là, à chacun de trouver sa solution aussi. Je veux dire, quand on a commencé nous à faire de la musique, bon, l'intermittence existait déjà, mais il a fallu se poser la question de comment on faisait pour faire en sorte que ce qu'on était en train de produire, ça permet de faire les 507 heures en 10 mois et demi, machin, etc., qui permettent d'avoir après des acédiques. J'imagine que, enfin j'espère, qu'on peut trouver des choses comme ça pour les écrivains, pour les cinéastes, pour les gens qui font de la musique de film, pour les sculpteurs et les plasticiens qui sont un peu, enfin je sais même pas si c'est pas en dessous des écrivains encore en termes de considération, enfin, mais après ça peut passer par plein de choses, l'enseignement, les ateliers, voilà. Mais je pense qu'en tout cas, le fait de dire il n'y a pas une solution immédiate, c'est absolument pas une bonne excuse pour justifier d'aller à la SACEM, d'autant plus que généralement cette solution-là sera pas viable, quoi. Dans les 3/4 du temps, en fait on aura juste réussi à fermer les droits, on touchera pas de thunes, et puis on aura des éditeurs derrière qui eux continueront à paper. Voilà, ça me semble pas très sain.
Toi, Jean, pour finir. C'était quoi la question déjà? Est-ce que tu aurais un argument pour que les gens passent mettre leurs œuvres sous licence libre ou... Je suis pareil, moi je fais pas du tout de prosélytisme. Comme beaucoup de Linuxiens, etc., il y a eu une époque au début, quand je découvrais, où j'aimais bien dire ah c'est bien, et puis ensuite, le problème quand on fait ce genre de choses, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est de ta faute. Si moi je vais voir un musicien que je lui dis ouais c'est super, fait de l'art libre, et que demain sa musique elle est reprise dans une pub Coca-Cola, un exemple, et qui dit ah j'aurais pu être milliardaire, ce qui n'est pas vrai, mais dans sa tête il dit que c'est vrai, ce sera ma faute, pas dans sa tête. Moi je dis pourquoi je le fais, je dis ce que pour moi pourquoi c'est bien l'art libre, etc. Pourquoi je pense que le système actuel de droit d'auteur il est cassé. Ensuite je sais pas si les gens ils veulent essayer, ils le font d'eux-mêmes, et s'ils veulent pas du tout écouter, ils font ce qu'ils veulent, et moi ça me pose aucun problème. J'écoute aussi des musiques non libres. Nous on passe nos répètes à regarder des clips. Hein. Voilà. Donc je regarde, je vais au cinéma, je vais voir plein de films hollywoodiens, de toute façon je crois pas qu'il y ait beaucoup de films libres du tout. Voilà. Il y en a un. Ok. Ouais, des questions? Et justement, si votre chanson, si une chanson, un morceau se retrouve dans une pub Coca-Cola, justement, est-ce que le fait que, vu que c'est libre, l'auteur n'a aucune prise sur son morceau, mais est-ce que même si les gens, si ceux qui écoutent la pub savent que ce morceau, justement, ne vient pas de Coca-Cola, il a été pris, entre guillemets, sur Internet, est-ce que du coup ça peut pas être défavorable à leur image? Est-ce qu'au final, ça ne peut pas faire une levée de bouclier pour, justement, défendre l'auteur, ou quoi qu'il arrive, il sera perdant? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. La première, c'est que le plan promo que Coca-Cola peut nous offrir, nous, on ne pourra jamais se le payer. Ça, c'est un premier point. Enfin, si on veut vraiment être purement pragmatique et cynique, le niveau de diffusion d'une pub Coca-Cola par rapport au niveau de diffusion qu'on a actuellement, je pense qu'on y gagnerait, quoi. Mais bon, ça, c'est le premier point. Après, on peut faire on a notre droit moral, si vraiment on a envie de dire ah non, c'est pas possible, Coca-Cola tue des syndicalistes en Colombie, et nous, on aime bien les syndicalistes colombiens, alors du coup... on peut faire jouer notre droit moral. Théoriquement, on aurait ce droit-là. Après, on est en train de parler de nous contre Coca-Cola, et je te dirais, même si tu parlais de l'Assassin contre Coca-Cola, ça ne marcherait pas non plus. Et c'est déjà arrivé. Il y a Bartabas qui a fait un spectacle où il a utilisé la musique et le personnage de Tom Waits. Tom Waits, c'est un Américain. Tom Waits, il a porté plainte, mais en fait, l'Assassin, elle avait été réglée pour ce truc-là. Bartabas, il a payé pour utiliser la musique de Tom Waits. Du coup, l'Assassin m'a dit ah bah nous, on peut rien faire, c'est bon, c'est payé, t'as eu tes thunes. Donc maintenant, c'est plus notre problème. Et du coup, Tom Waits, il fait jouer ses avocats à lui, alors en plus là, sur deux juridictions différentes, parce qu'en France, on est sur le droit d'auteur, aux États-Unis, c'est le copyright. Et il n'a pas gagné. Donc, voilà, je pense que face à Coca-Cola, à mon avis, même les avocats de l'Assassin ou de je sais pas. Et puis, honnêtement, si tu finis dans une pub Coca-Cola, il n'y a pas des mecs chez Coca-Cola qui fouillent comme ça sur Bandcamp ou SoundCloud. En vrai, ils appellent un directeur artistique de chez Universal ou Mercury ou EMI, et puis ils disent bon voilà, là j'ai une pub Coca-Cola, les mecs jouent au basket, il me faudra un truc un peu néo-métal, tu penses à quoi? Korn, très bien, on va mettre du Korn, ok, et puis c'est parti. C'est beaucoup plus simple, ils ont déjà des poulains qui sont dans l'écurie, il faut les faire vivre, il faut les faire exister. Je cite ça, c'était Puma, c'était pas Coca-Cola en l'occurrence, mais c'est clairement comme ça que ça se passe. La recherche par hasard, le fait de découvrir un artiste par hasard et tout ça, ça tient quand même réellement beaucoup plus du mythe que de la réalité, y compris sur les Beatles. Quand ils soi-disant étaient trouvés dans leur garage, ils avaient déjà un manager qui s'appelait McLaren et tout ça, qui était déjà dans les bons bureaux. Ces choses-là n'arrivent pas par hasard, de la même manière qu'il y a de moi que ça n'arrive pas chez Ruquier par hasard. Il y a des endroits où les gens sont présentés les uns aux autres. Et il y a du réseau, quoi, tout bêtement. Donc voilà, on ne sera jamais dans une Coca-Cola en vrai, je crois. Pour aller jusqu'au bout. Question derrière. Oui, bonjour. J'avais une question sur quelque chose que vous avez mentionné plusieurs fois, c'est l'intermittence, pour ceux qui ne connaissent pas forcément.
Tu veux qu'on reprécise comment ça marche? Ouais, est-ce que c'est bien pour l'art libre? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui se fait à l'étranger? Ah oui. Alors, Merci. l'intermittence... Bon, assez pragmatiquement, l'intermittence c'est un régime d'assurance chômage en fait, qui au départ a été fait pour les menuisiers du cinéma, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Donc dans les années 30, les menuisiers du cinéma, ils pouvaient aussi être menuisiers de maison. Et le cinéma, ils avaient besoin de garder ces menuisiers-là pour fabriquer des décors et tout ça. Du coup, la solution qui a été trouvée, c'était de dire qu'un jour travaillé donnait un jour chômé immédiat, avec une rémunération de ce jour chômé. Donc c'est comme ça que le système de l'intermittence a été monté. Le principe, à l'heure actuelle, puisque ça bouge très régulièrement, dès qu'en fait les conventions chômage sont rediscutées, le système de l'intermittence est rediscuté. Le principe, c'est de dire si tu es capable, si tu fais 507 heures en un an, 507 heures déclarées, donc ça veut dire 507 heures sur lesquelles des cotisations sociales ont été versées, etc. Alors tu déclenches 319 jours de chômage qui vont suivre. Et comme en fait tu vas travailler de nouveau pendant ces 319 jours de chômage, ces 319 jours vont finir par faire, un an également. Donc en gros, l'hypothèse c'est de dire, une fois que tu as fait 507 heures, ça fait 43 dates, en gros, 43 dates déclarées. Alors on va te filer de quoi vivre un an, et puis tu vas pouvoir refaire 43 dates, et revivre un an, et refaire 43 dates, etc. Ça c'est le système voilà, de base. Il est super discuté pour des tas de raisons, notamment parce qu'en fait il pèse que sur les salariés du régime général, puisqu'en fait l'assurance chômage il n'y a que les salariés du régime général qui y contribuent. Or, les catégories socio-professionnelles qui vont au spectacle ne sont pas majoritairement des gens du régime général, et donc du coup c'est un premier problème. Le second, c'est de dire que le système est déficitaire. Alors bon, là en tant qu'intermittent, j'ai peut-être une position un peu partiale. Le système est déficitaire dès lors qu'on considère que la partie anciennement ANPE, donc placement des demandeurs d'emploi, que cette partie-là dépend des cotisations chômage. Or, on peut tout à fait défendre que les cotisations chômage servent à payer l'assurance chômage, et uniquement l'assurance chômage et pas le placement des gens. Que le placement des gens, c'est une mission de l'État qui doit être financée par l'État. Voilà, c'est à peu près ça les discussions. Là, en gros, l'année dernière, le régime s'est assoupli parce que les intermittents étaient en grève en même temps que beaucoup d'autres gens, et que le gouvernement s'est dit que c'était peut-être bien de leur lâcher un truc pour qu'ils arrêtent de faire grève. Ça a très bien marché. Donc on devait faire 507 heures en 10 mois et demi, depuis l'an dernier on a 12 mois pour les faire. Voilà, en gros. Et ça permet quand même clairement, dès lors que tu fais suffisamment de concerts ou d'animations dans des écoles ou des choses comme ça, de vivre quand même sereinement sur un régime de chômeur où tu déclares chaque mois, tu fais ton actualisation assédique et tu déclares que tu recherches du boulot. Et que tu es bien chômeur. Voilà, c'est ça en gros. Je sais pas si c'était... Ouais. D'autres questions? Non? Bon, on peut s'arrêter là? Ouais. Ok, merci. Merci à vous.